Les jeudis de l'Iliade. Je voudrais en préambule m'arrêter sur la raison pour laquelle Dominique Vénère est si déterminant pour nous, si important pour nous, si essentiel pour nous. Nous avons besoin de lui. Je crois que nous avons plus besoin de lui qu'il n'a besoin de nous. Pourquoi? Mais parce que son œuvre est là, elle parle d'elle-même, hein. Elle est écrite, hein. Elle est derrière lui, elle est couronnée par sa mort. Sa mort est scelle cette œuvre. À beaucoup d'égards, elle est presque un chef-d'œuvre, cette mort, hein, puisqu'elle fait de lui ce qu'il aimait, ce qu'il aspirait à être, hein, c'est-à-dire un héros homérique, un héros présocratique, un héros chevaleresque, comme vous voulez, peu importe. Hein. C'est sa conception qu'il faisait du héros, il est devenu un héros en ce 21 mai 2013. Nous, on n'a qu'une seule chose à faire hein, avec Dominique Vénère, c'est cultiver sa mémoire. Hein, c'est ce que nous faisons ce soir. Hein. Raviver la flamme, hein, raviver le feu sacré, ce que nous faisons. Comme des prêtres et comme des soldats. Mais l'important est ailleurs. Nous sommes liés à Dominique Vénère hein, par le sang versé. Il y a entre lui et nous un pacte de sang. Entre Dominique Vénère et nous, il y a un pacte de sang. Le sang qui a coulé dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà pourquoi Dominique Vénère est aussi important pour nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui. Et pourquoi avons-nous besoin de lui? Parce que nous avons besoin d'un cap, d'une direction. D'une direction pour l'action. D'une boussole hein, qui nous indique le nord magnétique bien sûr, hein, et aussi le nord boréal. Hein. Et vous savez combien il était attaché à ce mot de boréen. Il nous définissait, nous Européens de vieille souche, comme des boréens. Boré, c'est le vent du nord. C'est le vent qui a sauvé les Grecs à la bataille de Salamine il y a 2500 ans. C'était le vent qui portait l'œuvre de Dominique Vénère. Mais il est encore plus grand que cela, Dominique Vénère. Dans la préface magnifique qu'Alain de Benoît lui consacre, dans le premier volume de ses Carnets rebelles, qui est aussi belle que l'hommage qu'il lui avait rendu publiquement après sa mort, aussi émouvant que cet hommage, Alain de Benoît dit d'une chose qui me semble très importante sur Dominique Vénère. Il dit de Dominique Vénère qu'il est devenu un mythe pour nous. La figure de Dominique Vénère est devenue mythique pour nous. Et c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que, comme le disait Jung, ceux d'entre vous qui ont lu Jung, Iliade et quantité d'autres savent combien les mythes sont importants. Et Jung nous dit que ce que nous portons chacun d'entre nous au fond de nous-mêmes est beaucoup plus important que notre existence individuelle. Ce que nous portons en nous, c'est une existence collective. Ou même plutôt, dit Jung, ce qui nous porte, nous, c'est notre existence collective. Et ça, c'est le travail et c'est l'œuvre du mythe. Qu'est-ce qu'un mythe? C'est ce qui organise symboliquement des espérances collectives. C'est ce qui soude la communauté, un mythe. C'est ce qui lie la communauté. C'est la puissance invisible, agissante, qui relie les âmes, qui les accorde. Alors à la question que pose Jung dans son autobiographie, mais que pose Jung tout au long de son œuvre, mais quel est ton mythe à toi? Eh bien moi je peux vous répondre, mon mythe à moi est Dominique Vénère depuis 2013. C'est la somme d'espérance, c'est la somme de foi, d'énergie qu'il nous a confiée, qu'il a déposée en nous. Il y a quelque chose de sorélien dans cette vie. Sorélien de Georges Sorel, en particulier les réflexions de la violence de Georges Sorel. Beaucoup d'analogies entre Sorel et Dominique Vénère. Vous savez combien Sorel a magnifié la violence. On retrouve la même chose chez Vénère. Sauf que la violence est contenue, sauf que la violence est incandescente. Sauf que la violence est sublimée, mais elle est là. Mais plus encore, Sorel est le grand théoricien de ce qu'il avait appelé le mythe mobilisateur. Le mythe comme force révolutionnaire. Et pour beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux qui sont présents ce soir, notre mythe mobilisateur depuis 2013 est Dominique Vénère. En tout cas, c'est le moteur de la librairie, là où vous êtes, c'est le moteur de la librairie. C'est un appel, quand il s'est tué volontairement, c'est un appel à la mobilisation générale. Moi, je perçois cette mort, en 2013, dans les mêmes termes que l'olifant de Roland dans le défilé de Roncesvalles. Roland le Preux, Vénère le Preux.
C'est un mythe mobilisateur. Ça, c'est un mythe mobilisateur. Et le mythe a une puissance instrumentale, agissante, phénoménale. On crée la librairie parce qu'on s'appuie sur ce mythe. Le mythe produit de l'électricité. Le mythe produit de l'action collective. Il soulève les cœurs, il soulève les esprits. Voilà ce que doit être la mort volontaire de Dominique Vénère sur nous. Cela, nous devons bien sûr le penser, nous devons l'énoncer, nous devons le proclamer. Faute de quoi, le mythe de Dominique Vénère, et donc le nôtre, s'éteindra de lui-même. Un mythe, c'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui est performatif. C'est en parlant qu'il acquiert une force, sa dynamique, sa propre dynamique. Donc c'est donc en parlant de Vénère, en éditant Vénère, qu'il acquiert une force encore plus décuplée. Donc nous devons brandir ce nom-là. Et on doit le brandir comme une oriflamme. Et c'est à ce compte-là, seulement à ce compte-là, que le mythe devient vraiment opératoire, touche les cœurs. Alors bien sûr, on vous fera valoir, comme on a pu me le faire valoir, que ce mythe touche peu de gens en définitive, ou trop peu de gens, ou pas assez de gens. J'en conviens. Je préférerais bien sûr que nous parlions à 10 000 personnes, à 100 000 personnes, à 500 000 personnes. Mais rappelez-vous, nous sommes une avant-garde. Une avant-garde, par définition, est toujours un peu solitaire. Nous sommes une avant-garde. Nous ne sommes pas le ventre mou de la société. Nous ne rêvons pas d'être le ventre mou de la société. Nous ne sommes pas une arrière-garde. On n'est pas la voiture balai de la tradition. On avance. Donc, cette dynamique-là, il faut l'accepter. Nous sommes l'avant-poste. Et toute la vie de Dominique Vénère a été conçue comme ça. Comme l'avant-poste. Le poste le plus loin. Ce poste, c'est celui qui précède les grands mouvements de fond de la société. Mais j'y reviendrai. Parce que la société, nous sommes cette avant-garde, la mission de nous en tant qu'avant-garde, c'est de réveiller cette société qui est plongée dans l'hébétude, dans la léthargie, dans ce que Vénère appelait l'état de dormition. Raison pour laquelle on n'est pas aussi nombreux que cela. Tout notre travail a précisément consisté à réveiller ces gens-là, à les sortir de leur hébétude. Vous savez combien Vénère était attaché à l'ancienne sagesse. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Thésée lorsqu'il est descendu aux enfers. On ne descend jamais impunément aux enfers. Et bien quand Thésée est descendu aux enfers, Hadès, le maître des enfers, a emprisonné sur une pierre Thésée. Cette pierre, la tradition l'a appelée le siège de l'oubli. Thésée a été enfermé sur le siège de l'oubli. Ce siège de l'oubli, ou cette chaise de l'oubli, c'est quoi? Eh bien, Thésée ne savait plus qu'il était aux enfers. Thésée était devenu amnésique. Il ne savait pas ce qui se passait. Eh bien, Thésée, c'est nous. Nous sommes dans les enfers, nous sommes emprisonnés dans les enfers, et nous ne savons pas que nous sommes en enfer. C'est ça l'état de dormition. L'état de dormition, c'est la chaise de l'oubli. Nous sommes installés sur la chaise de l'oubli. Ça a roché dans les enfers, mais peu importe. La tradition appelle ça la chaise de l'oubli. L'Europe, en état de dormition, est installée sur la chaise de l'oubli. Nous avons oublié qui nous sommes. Nous retrouver le cœur, retrouver le noyau de ce que nous sommes, c'est tout le sens de l'œuvre de Vénère. S'il n'y en a qu'un depuis sur 60 ans, c'est celui-là. Retrouver le sens de ce que nous sommes. Vous savez combien il était attaché à l'œuvre de Junger, avec des réserves. Et parmi ces réserves, il y en a une. Junger, c'est l'écrivain aux 1000 faces, aux 1000 facettes, pour reprendre le titre d'un livre d'une de ses admiratrices, Banine. Et Junger disait qu'à chaque livre, il faisait sa mue, comme un serpent. Il changeait de peau. Vénère, c'est l'inverse. Il n'a jamais changé de peau. Toujours revenu à son noyau. Parce que nous l'avons perdu, ce noyau. Et ce qui est frappant, et ça va être le sujet de l'intervention d'aujourd'hui, c'est que ces carnets administrent la preuve que sur 60 ans de vie, réfléchis, préadulte et adulte, Dominique Vénère n'a poursuivi qu'un seul dessein. Un seul. Le réveil des Européens. Alors j'en viens aux carnets. Ces carnets ne tombent pas de nulle part. Vous allez voir, je vais vous en parler. Mais c'est pour le moins une surprise. Je n'ose dire, mais je le dis quand même, une divine surprise. C'est à quel point cette expression est piégée. Mais il n'empêche. Ça ne tombe pas du ciel, assurément.
Mais c'est totalement inattendu, ces carnets. C'est ironiquement, pour un éditeur, c'est le rêve. Hein. Je vous assure, pour un éditeur, c'est le rêve. Un éditeur vit dans l'espérance de ce genre de texte. Un éditeur vit, c'est comme pour Céline. Les livres volés de Céline, c'est le bonheur pour les Céliniens. Les 10 volumes à venir de Vénère, c'est le bonheur pour les lecteurs de Vénère. Mais l'ironie, disais-je, c'est que vous savez combien il était le théoricien de... Enfin, pas le théoricien, l'historien. C'est ce que démontrent ces grandeurs et décadences de l'Europe, ces éditos de la NRH, ces enquêtes sur l'histoire. C'est que l'imprévu dans l'histoire, eh bien, ces carnets, pour moi, ça a été une forme d'imprévu dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire de Dominique Vénère. C'était un trésor que Clotilde Vénère nous a confié. Merci Clotilde. C'est un trésor parce que tu étais convaincu qu'il abritait des pépites, et il en abrite. Et c'est étonnamment, c'était non seulement une forme d'imprévu dans l'histoire, puisqu'on ne pensait, je croyais que l'œuvre de Vénère était scellée, close, qu'elle s'achevait sur le Samouraï d'Occident, qui était son testament, le livre qu'il nous a légué juste avant de mourir. Je pensais qu'elle avait dit son dernier mot. Or, il y avait cette quarantaine de carnets, qui étaient, eux, en état de dormition, curieusement. Et il fallait les sortir, eux aussi, il fallait les réveiller, comme dans les contes de fées. Si je dis que c'est un miracle pour un éditeur, c'est parce qu'on est face à un monument. On est face à un monument de 4000 pages, de 5000 pages. C'est un massif de textes impressionnant. Donc imaginez une pile de carnets jusque là, jusqu'au plafond, rédigé minutieusement pendant 40 ans, à partir des années 80, avec une écriture très belle, très régulière, déliée. Très rare les moments où il y a un relâchement dans l'écriture, c'est très très rare sur 40 ans. On est là au cœur aussi de Dominique Vénère, c'est qu'il y a une beauté graphique dans ces carnets qu'on aura du mal à restituer, mais il y a une beauté graphique dans la calligraphie, parce que c'est presque de la calligraphie, dans les collages. Pour moi, c'est un livre total. Pourquoi c'est un livre total? Parce qu'il y a des réflexions, il y a des annotations, il y a des anecdotes, il y a de longues réflexions, il y a de longues méditations, il y a des collages, un empilement de collages. Il y a, pardon, les professeurs de français, Pierre-Marie en sait quelque chose, qu'on appelle dans les études littéraires une intertextualité. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui rentrent en résonance. On aboutit au final à quelque chose qui ressemble, oui, à une œuvre totale, comme on parlait d'opéra total. C'est aussi important par leur ampleur. Ces carnets, 4 à 5 000 pages manuscrites, pas plus même. Pour moi, c'est les contreforts de l'œuvre. Pour moi, c'est les arcs-boutants de l'œuvre. C'est sur eux que l'œuvre s'appuie pour lancer sa flèche jusqu'à la mort, le 21 mai. Autre dimension centrale de ces carnets. Vous saviez combien Dominique Vénère était attaché à l'univers de la chasse, au monde sauvage, parce qu'il était lui-même un animal. J'en suis de plus en plus convaincu. Il était habité par une pudeur animale. Seuls les animaux ont cette sorte de pudeur. Nous l'avons pas, ou peu, ou pas assez. Donc il n'en a jamais dit beaucoup sur lui, toujours avec énormément de réserve. Et pour la première fois, il ne s'est jamais livré comme il le fait dans ses carnets. Peut-être, mais là, énorme indécision, on ne sait pas quand il commence ses carnets, Dominique Vénère, en 1973. Ça nous remonte très très loin dans le temps. 50 ans en arrière. Et il commence par une sorte de vade-mecum ou de florilège. C'est un recueil de citations. Les citations sont, en elles-mêmes, elles dessinent en creux le portrait de l'auteur. Et on ne peut pas les reproduire pour des questions de droit d'auteur, où on aurait pu les reproduire caviardés, donc on aurait une vision incomplète de la chose. Et il les commence pour de bon en 1982, ces carnets. Je pense que Clotilde nous dira un mot. Je suis absolument certain qu'il ne sait pas où ces carnets vont le conduire. Les 2 premiers carnets, vous les verrez dans les Carnets rebelles volume 1, c'est des carnets assez autobiographiques. Il se livre beaucoup, il reproduit la correspondance qu'il a avec son père pendant la guerre d'Algérie. C'est presque des mémoires improvisées. Et le dernier carnet, moi je l'appelle le carnet noir,
on rentre dans le vif du sujet, dans le cœur de ces carnets rebelles. Hein. Vous savez combien alors, nous sommes socialement contraints, les journalistes plus que les autres, parce que nous avons un lectorat. Peggy disait qu'il fallait se fâcher quand il dirigeait les cahiers de la quinzaine avec un tiers de ses abonnés. Je ne connais pas un... Moi, je suis que rédacteur de la rédaction, mais je ne connais pas un directeur de journal qui veut s'aliéner un tiers d'abonnés à chaque fois. Peggy avait une chance, c'est que le capitaine Dreyfus, pardonnez-moi, avait pris une cinquantaine ou une centaine d'abonnements, mais qu'il a fini par perdre, hein, parce que Peggy s'est fâché avec Dreyfus. Hein. Mais Peggy était un fou, fabuleux, mais c'était un fou. On ne peut pas se fâcher avec son lectorat. Donc on est contraint, on est bridé. On est bridé dans le contexte actuel par la censure, hein, par l'interdit. Il y a un point où on ne peut pas, il y a un point de bascule où on ne peut pas aller. Donc toutes ces contraintes, hein, bridées de toute évidence, Dominique Vénère, hein, c'est frappant en lisant les carnets. En lisant les carnets, je ne veux pas dire que c'est sans filtre. Hein, il y a toujours un filtre chez Vénère. Le filtre, c'est la tenue, c'est la retenue, c'est la pudeur animale. Hein. Mais il n'empêche, il n'en a jamais autant dit, il n'a jamais été aussi loin. Raison pour laquelle le dernier carnet de ce volume 1, je l'appelle, pour ce qui me concerne, le carnet noir de Dominique Vénère. Mais je pense qu'il y en aura d'autres, qui est un chef-d'œuvre. Il a des pages sur le fascisme absolument incomparables. Je ne vois pas qui peut les contester, sinon bien sûr la doxa contemporaine. Hein. Ces pages-là font de Vénère et de son œuvre l'alter ego des grands auteurs de ce continent romantique fasciste du XXe siècle. C'est Paul Ceran qui a construit ce syntagme. Hein. Paul Ceran qui a construit ce syntagme, qui est une élection française, qui est un spécialiste des dissidents d'AF. Hein. Et il s'est intéressé aux figures de Rebatté, de Drieux, de Brasillac, de Bonnard, hein. Également de Céline, ce qui jure un peu dans ce paysage, hein, puisqu'il n'y a rien de plus éloigné de Dominique Vénère que Louis-Ferdinand Céline. Hein. C'est un Célinien qui vous le dit, cher Céline. Il y aura une occurrence Céline hein, dans les 400 ou 500 pages. Hein, et très certainement, lorsqu'on va avancer dans la retranscription, on verra des réserves à l'endroit de Céline, trop relâché, trop clochard, trop Diogène le cynique, hein, vivant dans son tonneau à Meudon. C'était pas la façon dont Dominique Vénère se représentait la tenue et la retenue. Mais bon, il n'empêche. Hein. Et Paul Ceran a défini ce continent du romantisme fasciste, hein. Spécialité française, hein, parce que c'est la spécialité des écrivains français, parce qu'il n'y a pas de fascisme historique en France, ou alors il est marginal, hein, mais il y a des auteurs fascistes, romantiques, hein, dont les traits caractéristiques sont ceux de Paul Ceran, c'est un aristocratisme, hein, un sens de la guerre, hein, un amour de la jeunesse, hein, une hostilité résolue à la bourgeoisie. Tous ces traits-là, vous les retrouvez chez tous les auteurs cités, mais également chez Vénère. Ce qui a d'énorme dans ces carnets, c'est que Vénère était un grand auteur, mais sa mort a totalement éclipsé son œuvre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Moi, je peux relire Vénère, je le relis. Quand j'ai écrit Courage, j'ai relu Les Carnets rebelles. Mais ça étant dit, la mort est tellement énorme. Hein. La mort a produit un tel effet de souffle hein, qu'elle a renvoyé l'œuvre derrière lui. Si je dis cela, et même peut-être au-delà, c'est que l'œuvre est importante, hein, mais la mort lui confère une dimension supérieure. Hein. Et bien avec ces carnets rebelles, hein, Vénère nous surprend, parce qu'il est devenu l'égal hein, des plus grands. Ce qui n'était pas, quitte à surprendre, hein, quitte à heurter, ce qui n'était pas pour moi. C'était un grand historien, c'était l'auteur du Cœur rebelle, un livre fabuleux, mais ça n'était pas Drieux, mais ça n'était pas Rebatté, mais ça n'était pas Brasillac. Or, tout d'un coup, vous le verrez au jugé et à la lecture des Carnets rebelles, hein, tout d'un coup, il joue dans la cour des très grands. On a besoin de ça, le mythe a besoin de ça. Vénère comme mythe a besoin, nous avons besoin dans notre combat de pouvoir dire que nous appuyons sur un chef-d'œuvre. Ces carnets, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, et dans un chef-d'œuvre, la taille et le volume comptent. Dans un papier que j'ai consacré au carnet, dans la revue Éléments, je dis que, et je crois que c'est assez important, une œuvre se jauge à la quantité, pas seulement à la qualité, se jauge à la quantité.
J'adore Rimbaud, mais Rimbaud, c'est 70 pages. C'est une star mondiale, hein. C'est une rockstar de la poésie. D'accord, mais c'est 70 pages. Un auteur, c'est Balzac. Un auteur, c'est Massif. C'est 200 rayons. C'est une œuvre complète. Hein. Donc ça juge à la pesée. Et à la pesée, là, Vénère franchit un ordre de grandeur. Hein. Il va avoir une rangée de 100 volumes. Comme Tolstoï, comme Dostoïevski, comme Brasillac. Hein. Donc c'est comme pour les poids lourds. Il y a les poids, comme à la boxe. Hein. À la boxe, il y a les poids lourds, il y a les autres. Hein. Bah, Vénère, c'est un poids lourd. C'est pas un poids léger. Et les carnets, je l'espère, c'est une œuvre work in progress, puisqu'on l'explore en la retranscrivant. Moi, je ne l'ai pas lu en totalité. J'en ai, pour ainsi dire, presque. Mais je ne l'ai pas lu dans leur totalité, parce que c'est difficile. Hein. Faut décrypter, il faut déchiffrer. Mais là, vraiment, on rentre dans quelque chose de très important. Ce qui est fascinant dans ces carnets, comme dans toute la vie de Dominique Vénère, hein, c'est l'énergie démente, hein, produite hein, pendant 50 ans, pendant 60 ans. J'ai toujours en tête, hein, quand je l'ai lu, ça m'a presque foudroyé, parce qu'on en est tous là. Mais eux le sont avec encore plus d'énergie, d'ardeur. C'est le mot de Solzhenitsyn qui confie à un journaliste français « Toute ma vie, j'ai couru comme dans un marathon ». Quand on lit ces carnets, on se rend compte que Vénère, toute sa vie, pendant 60 ans, a couru comme dans un marathon. C'est-à-dire que c'est sidérant, l'effort, l'énergie, toutes les heures consacrées à la construction d'une œuvre. Et à la fin, il arrive à cette œuvre. C'est un effort sans relâche. Alors c'est une expression qui surprendra, surtout pour Dominique Vénère. Vous savez combien il était peu chrétien, mais j'y reviendrai, il y a sa mort. Hein. Sa mort est un démenti jusqu'à un certain point à son hostilité au christianisme. Mais il a livré toute sa vie une lutte avec l'ange. On ne peut pas faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire une œuvre 15 heures par jour, Clotilde nous en parlera, si on ne livre pas une lutte à mort avec l'ange, hein, si on ne livre pas une lutte à mort contre les forces de l'entropie, de la décrépitude, hein, du déclin. Il était hanté par le vieillissement, hanté. La mort est aussi un effet du vieillissement sur lui. Il ne se voyait pas vieillir. Hein. Aussi en cela, c'est un romantique fasciste. Hein. Le cœur du romantisme fasciste, hein, c'est le mythe de la jeunesse, hein, qui va irriguer l'Europe, hein, et qui va chez Vénère accompagner et guider sa vie. Autre très frappant dans ces carnets, qui sont consacrés, je ne vous l'ai pas dit, mais je fais une petite pause là-dessus, c'est donc les carnets, les premiers carnets qu'il rédige, hein, et ils sont consacrés à la jeunesse, hein, à l'enfance, ils sont consacrés à l'enfance, à la figure du père centrale, la figure de la grand-mère centrale. Les deux ont produit Vénère, le père rigueur, discipline, droiture, hein, la grand-mère fantaisie. C'est surprenant, c'est surprenant. Frivolité, c'est le mot de Vénère. Il est entre les deux. J'ai pris l'habitude de dire que c'est un mélange d'acier. L'acier est central chez lui. Il est fasciné par l'acier. Comme Drieu, à 8-9 ans, toucher le couteau, il y aurait une érotique. Hein, ça relève de l'érotique presque, cet amour de l'acier. Cet amour à la Mishima de l'acier, le soleil et l'acier. Mais parallèlement à ça, il y a quelque chose de soyeux chez lui. Quelque chose d'élégant. Quelque chose d'incandescent, il est entre les deux. Ça, on le découvre, on ignorait tout ça. On le découvre dans les carnets. Tous les blancs du cœur rebelle, hein, sont pas tous les blancs, n'exagérons pas. La pudeur animale, toujours. Les quantités de blancs du cœur rebelle sont éclaircies dans ces carnets. Donc on apprend beaucoup de choses sur Vénère. Et ce qui est frappant, parmi l'énergie déployée, parmi le niveau de la qualité de l'écriture. Hein. L'écriture, vous savez combien il était attaché à un travail minutieux. Là, c'est du premier jet. Il n'y a pas de rature. Hein. Il n'y a quasiment, pour ainsi dire, aucune rature. C'est que la phrase est construite. La syntaxe est aussi solide que la vision qu'il se fait du monde. Mais ce qui est encore plus frappant pour moi,
c'est qu'à 10 ans, il est construit. À 9-10 ans, il est construit. C'est-à-dire que son échelle de valeur, c'est ce qu'il dit dans les carnets, sa vision esthétique des choses, hein, parce que son éthique, c'est de l'esthétique. Hein, toujours ça, on revient toujours à l'esthétique avec Dominique Vénère. C'est que l'esthétique est une vision du monde. La beauté est une vision du monde. L'attitude, hein, la rectitude, l'altitude, hein, c'est le participe hein, de l'être au monde de Dominique Vénère. Et ce qui est frappant, c'est qu'à 10 ans, tout est constitué. Il ne va faire qu'approfondir les choses. Hein. J'ai évoqué Peggy, donc c'est un vieux lecteur de Peggy qui vous parle. Hein. Vous voyez à quel point je fais un grand écart, Céline, Dominique Vénère, Peggy. Mais comme disait Peggy, du reste, passé à un certain stade, et Théillard de Chardin aussi malheureusement, tout ce qui monte converge. Hein. Donc tous ces génies convergent, hein, quelles que soient leurs options philosophiques, quelles que soient leurs options religieuses. Hein. Et Peggy disait qu'à 12 ans, on est un homme. À 12 ans, en effet. Vous voyez, c'est des trésors de précocité des génies. Et c'est frappant en lisant Vénère, c'est qu'à 10 ans, il est fait. À 10 ans, sa vision du monde est construite. Hein. Il ne va plus faire qu'une seule chose. Hein. C'est l'étayer, l'arc-bouté, comme je le disais. L'appuyer sur des contreforts pour dresser sa flèche. Hein. Mais la flèche est déjà là. Il suffit simplement, elle demande à être élevée, poussée. Et qu'est-ce qui est là chez Vénère tout de suite hein. C'est la fidélité au sien. C'est fascinant. Dès l'âge de 10 ans, il sait qu'il n'a plus qu'une chose à faire. Hein. Comme disait le poète, c'est le dur désir de durer et de perdurer, mais c'est surtout le conatus de Spinoza, c'est-à-dire la persévérance dans son être. À 10 ans, il sait qu'il n'a qu'une chose à faire. C'est persévérer dans son être. Dans son être d'Européen. Et c'est cet être européen qu'on conçoit très tôt, en particulier pour des questions esthétiques, hein, quitte à choquer le bourgeois, mais on s'en moque. Hein. C'est la tenue du soldat allemand, alors qu'avec sa grand-mère, il s'arrachait, qui était un peu une collectionneuse, hein, et puis un peu foldingue, c'était une originale, sa grand-mère. Hein. Il arrachait des affiches allemandes quand il était à Paris, pendant la guerre. Hein. Mais il n'empêche, hein, il y avait la tenue du soldat allemand. Donc tout d'un coup, déjà très jeune, il a élargi le spectre. Déjà, il y a une amorce de projection européenne. Et cette amorce de projection européenne, elle est confortée à 18 ans en Algérie. L'Algérie est la grande obsession de Vénère. Ça traverse les carnets, c'est 50 ans après, 60 ans après, il revient sur l'épisode algérien. Parce que pour lui, il est central. Hein, parce qu'il découvre deux choses en Algérie. Deux choses très très importantes. Hein. C'est qu'en Algérie, il y avait des Européens. Et des indigènes. Certes, de nationalité française hein, pour les Européens, mais c'était des Européens. On les appelait du reste les Européens d'Algérie. D'origine française, d'origine italienne, d'origine espagnole, d'origine alsacienne. Pardon. Mais c'était des Européens. En Algérie, ils découvrent les Européens. Et ils découvrent que la différence entre les indigènes et les Européens n'est pas une différence sociologique. Hein. C'est ce que les sociologues veulent nous faire croire, hein, que la question identitaire est marginale. Non, Vénère se rend compte tout de suite à 18 ans que c'est une question centrale. Hein. Il y a des différences de statut. Les différences de statut, mon Dieu, c'est des différences sociologiques. Le riche, le pauvre, elles sont réversibles. Hein. Et si on considère la guerre d'Algérie indigène, européen, qu'à travers le prisme sociologique, on se condamne à ne pas comprendre la guerre d'Algérie. Vénère nous dit non, c'est une affaire d'identité. Il y a 60 ans. Il y a 60 ans en arrière, il perçoit la fracture ultitonienne qui va, à partir du XXIe siècle, hein, s'inviter dans le débat public. Hein. Lui, il l'aperçoit 50 ans en arrière. Hein. 50 ans en amont, pardon, en précurseur. Hein. C'est la première chose qu'il découvre en Algérie. Il y a des espaces civilisationnels. Il y a de l'Europe, hein, et il y a de l'Afrique. Hein. Il y a de la chrétienté et il y a de l'islam. Hein. Ça, il le découvre en Afrique à 18 ans, dans un engagement qui est très bref, et qui va le décevoir. Et il en parle longuement dans les carnets. Vous le lisez. L'autre chose qu'il découvre en Afrique, hein, qui va le poursuivre toute sa vie, c'est que la vraie frontière de l'Europe, elle est en Afrique du Nord. Elle n'est pas en Espagne. Hein. L'Europe, les frontières extérieures de l'Europe, c'est l'Afrique du Nord. Depuis les guerres puniques, depuis Carthage. Hein. Dès lors qu'on perd l'Afrique du Nord, on aspire l'Afrique vers l'Europe. Et si vous regardez l'histoire sur 2500 ans, c'est ce qui se passe. Hein.
chute de l'Empire romain, pousser Sarrasine. Victoire dans les guerres puniques, hein, Mare Nostrum. L'Europe, à travers Rome, domine l'espace méditerranéen. Ces deux choses sont centrales, hein, parce que elles vont prédéterminer sa vision du monde. Hein. Alors, j'en parle pas parce que c'est pas l'objet de ces carnets. Mais dans Europe Action, donc ça nous ramène aux années 60, hein, 50 ans avant sa mort, un demi-siècle avant sa mort. Hein. C'est fascinant de voir à quel point tous les thèmes, c'est pas le sujet des carnets, ça sera le sujet des carnets suivants, tous les thèmes contemporains, en matière migratoire, en matière d'indigénisation, de racialisation, tout est dans l'Europe Action. C'est fascinant. C'est de voir à quel point ça a été prémonitoire. Hein. Précisément parce que, c'est le mot de Clotilde, Dominique Vénère est le grand penseur de l'identité. Moi, le mot que j'emploie, c'est même le grand poète de l'identité, parce qu'il est habité par elle. Donc c'est quelque chose qui apparaît très clairement dans les carnets. J'ai commencé par le mythe, hein, et je vais terminer par ma marotte. Hein, toujours le mythe. Ma marotte, c'est Machiavel. Hein. Machiavel dit à plusieurs reprises que tous les 10 ans, un peuple a besoin de retremper son âme. C'est-à-dire que tous les 10 ans, un peuple a besoin de se restaurer. Un peuple a besoin de se rénover. Un peuple a besoin de retrouver, de renouer son principe vital, avec son principe vital. Pour nous avant-garde, hein, parce que nous sommes une avant-garde. Hein. Nous avons vocation à rayonner, beaucoup plus que nous faisons, en nous appuyant sur cette œuvre et la dynamique de cette œuvre. Hein. Parce que ce qui est pour moi, en tout cas, et peut-être pour vous, je le souhaite, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est sûr, hein, pour la librairie, pour l'Institut Iliade, hein, pour Éléments, pour le courant de pensée qui est le nôtre, hein, celui de l'identité au sens large, catholique, pas catholique, peu importe. Hein. Eh bien, cet événement qui permet de nous retremper, de refonder communauté, de nous rénover, de nous nettoyer à travers quelque chose de lustral, hein, quelque chose d'originaire, hein, c'est cette mort. Hein. Et cette mort prend une dimension nouvelle, j'insiste là-dessus, une dimension nouvelle avec l'apparition quasi miraculeuse de ces carnets, qui font de Vénère un écrivain hors norme, hein, qui appartient au tout petit nombre des très grands. Merci de votre attention et je vais peut-être te passer la parole. Hein, Merci François pour cette présentation magnifique. Les carnets, c'est un mystère. Bon, je suis sa 3e épouse et Dominique était l'homme le plus méticuleux du monde, le plus organisé, l'homme le plus contrôlé qui puisse être. Et par 2 fois, et ça reste toujours un mystère, il m'a légué ses carnets par testament. Et chose curieuse, pourtant je suis très bavarde, je pose plein de questions, je ne lui ai jamais demandé pourquoi tu me les lègues et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse. Après coup, je me dis, mais pourquoi tu lui as jamais posé cette question? Bon, il est vrai que bon, je savais qu'il se suiciderait et je n'aimais pas aborder le sujet, quoi. Il m'en avait parlé et je savais où. Et donc je devais fuir la question. Et ces carnets, après sa mort, les carnets, comment je les percevais? Tout simplement, dans son bureau, qui était un peu décoré comme la librairie, il y avait un trophée de sanglier, et puis devant, tous les carnets. Donc j'ai vécu 12 ans avec lui, les carnets, je les voyais tous les jours. Et donc c'est lors des formations Iliade, je raconte un peu comment il travaillait. Il travaillait comme un artisan, donc il y avait des petits carnets partout dans la maison. Ça allait de la cuisine à la voiture, même dans le garage, partout. Parce qu'il me disait, toute idée qui n'est pas notée est oubliée. Donc à 3 h du matin, il se réveillait et il notait. Et à partir de ces petits carnets où il écrivait très très vite, donc c'était le premier jet, il retranscrivait après dans ces fameux carnets. Voilà, donc il y avait quand même un premier jet. Et il me disait souvent, tu devrais tenir des carnets. Ah non, je dis non, moi je ne veux pas tenir de carnet, je n'aime pas écrire, donc je suis plutôt tradition orale. Il dit, c'est en tenant ces carnets qu'on apprend à se connaître soi-même. C'est ce que je dis lors des formations. Il y avait presque une valeur
penser pour moi-même à la Marc Aurèle. Hein. C'est vraiment, on est dans la démarche de Marc Aurèle. Donc toute sa vie, il a tenu ses carnets, je pense, pour se connaître lui-même, pour élaborer sa propre pensée. C'est un dialogue avec lui-même, puisque Dominique ne dialoguait peu. Enfin, avec moi, oui, j'ai vécu 12 ans, il était bavard, on parlait énormément, mais c'était pas quelqu'un pour le moins d'extraverti. Donc, je dirais, son carnet, c'était un dialogue qu'il a mené avec lui-même, et il y revenait souvent, pour voir l'évolution de sa pensée, qui pourtant allait toujours dans la même direction, mais il y avait des nuances. Et il dit, il n'y a pas d'écrivain sans carnet. Il m'avait parlé des carnets de Paul Morand. Il aimait beaucoup l'écrivain, il s'en est inspiré. Pour lui, c'était une influence sur le plan du style, mais il détestait l'homme. Il disait c'est d'une médiocrité épouvantable. On est dans la trivialité la plus totale. Alors le mot la trivialité, c'était bien la chose que Dominique détestait le plus au monde. Même je dirais, même avec lui-même, il n'y avait pas de question triviale. Donc parmi les journaux qu'il admirait, il admirait le plus c'est Drieux, où il y a une sincérité absolue, où il est à vif et où on n'a pas des considérations quotidiennes, vulgaires. Et je dirais ces carnets, bon moi je n'ai pas tout lu, mais je les ai lus après sa mort, et c'est comme ça que j'en suis venue à parler à François, c'est que les derniers carnets sont absolument, enfin pour moi, terribles, parce qu'on voit sur 2 ans la préparation de sa mort. Et les tourments, les cas de conscience, et j'apparais. Et quand on dit c'était un homme impitoyable, égoïste, non. Sa seule souffrance, c'est pas de se donner la mort. Il n'a pas peur de la mort. C'est ai-je le droit de faire cela à ma femme? Et ça revient fréquemment. Et on le voit, et on voit un homme torturé. Là, pour moi, c'était vraiment terrible à vivre, quoi. Et le carnet, il s'arrête 3 jours avant sa mort, quoi. C'est la dernière ligne. Pour moi, le carnet le plus saisissant, c'est bien ce dialogue avec lui-même de cet homme qui se prépare à la mort. C'est vraiment le dernier carnet. Tu as parlé de tension, de flèche. Oui, Dominique, oui, j'ai vécu avec un homme, on me dit, il n'était pas très facile. Non, mais je dis, un homme facile ne commet pas une œuvre pareille. On ne peut pas être facile et accoucher d'une telle œuvre. Non, c'était un homme qui était... c'était un créateur et il était tendu vers cette création permanente, c'était une flèche, et comme je dis, c'est un génie tardif, c'est-à-dire que ces carnets ont préparé son œuvre, c'est-à-dire qu'il commence à écrire à partir réellement de 55 ans, entre 55 et 78 ans, ce qui est très tard, quoi. C'est rare de voir que le plus gros d'une œuvre accouche si tardivement, et il est mort, il avait 78 ans. Je connais peu d'hommes qui ont une telle puissance de travail, même à partir de 70 ans, c'était impressionnant. Et à la fin, il me disait, j'ai tout donné, je n'ai plus rien à donner, voilà, il faut partir, je ne ferai que radoter. Donc il est parti, il a tout donné, et il m'a dit, c'était évident, je veux partir debout. Il avait horreur de la vieillesse, mais pas comme une femme qui aurait peur de vieillir. Non, il avait horreur de la vieillesse parce que la vieillesse, c'est dépendre des autres. Et il est parti en romain, c'est ce qui dépend de moi. Je meurs debout et c'est moi qui me donne ma mort. Donc ça, il aurait très bien pu, le journaliste du Figaro, de l'Express qui est venu me voir, qui a fait un très beau papier, Tugdual-Denis, il me dit, mais pourquoi Notre-Dame? Je lui dis, il n'allait pas se suicider dans un supermarché, ça va tout le sens. Si ça avait été dans la forêt de Brocéliande, je suis désolée, personne n'en aurait parlé. Un jour, il m'avait réveillée en pleine nuit pour me dire je me suis suicidée sur le pont Neuf sous la statue d'Henri IV, parce que c'était là où l'empereur Julien avait rassemblé ses troupes. Je lui ai dit est-ce qu'on peut parler d'un autre sujet là au milieu de la nuit? Bon, je n'ai pas peur de le dire. Moi, il m'en a parlé et je vivais avec un homme hors norme, je l'avais accepté. Personne ne m'a forcé à vivre avec lui. Je ne dis pas que je n'en ai pas souffert, mais bon, je l'avais accepté volontairement. Et je lui ai dit, tu fais ce que tu as à faire, mais préviens-moi la veille. Il l'a fait, mais moi, je ne l'ai pas vu. J'étais dans le déni. Depuis 6 mois, les 6 mois qui ont précédé sa mort, tout faisait sens. Hein. Visite chez le notaire, tout. Mais alors moi, j'étais dans un déni complet. Enfin, je pense que si je n'avais pas eu ce déni, je n'aurais pas pu vivre au quotidien avec lui jusqu'au bout.
Voilà, donc il ne m'a pas, comment on dit, ça n'a pas été une trahison, tout était préparé, et bon, moi c'était mon mode de survie psychologique. Et comme je le dis souvent aux auditeurs de l'Iliade, quand il s'est suicidé, il avait bu 2 whisky. Il n'avait pas pris 3 Captagon, comme certains djihadistes. Voilà, il n'était pas sous l'effet de drogue. Je connais très peu de gens. On me dit, ah oui, mais il avait un cancer. Je dis, vous connaissez beaucoup de cancéreux qui vont debout se suicider? Non, il faut une force peu commune pour se suicider comme ça. Beaucoup de gens se suicident, mais ils avalent 2 bouteilles de whisky, ils sont en état, je dirais, d'ébriété, d'inconscience. Là, c'est vraiment un suicide en état d'absolue lucidité. C'est quelqu'un qui le prépare, donc il vit avec la mort. Il dort avec sa femme la veille, il dîne avec ses amis, il n'y a pas de drogue. Enfin, là, quand on me parle, oui, le suicide est une lâcheté, je dis, faites-le, vous nous montrerez votre lâcheté. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup blessée au moment de sa mort, quand on dit c'est une lâcheté. Je dis oui, si on a avalé 2 bouteilles de whisky, je veux bien, mais pas là. Après cette mort volontaire, il y a un des membres de l'Iliade qui a été témoin de sa mort, hein. Et bon, je ne citerai pas son prénom, et ça a été, il l'avait choisi, comme on choisit, comme le samouraï choisit son aide de camp. Vraiment, le Japon, oui, le Japon, on a beaucoup parlé de Junger, mais le Japon a été une source d'inspiration toute sa vie. Et que dire d'autre? Les carnets, moi je les ai lus. Sincèrement, après sa mort, j'ai évité quand même de trop les lire. Là, c'est une question d'équilibre personnel. Je savais que j'avais un trésor. Je me suis promenée pendant plusieurs années avec mon trésor, ne sachant pas quoi faire. Ne sachant pas quoi faire. Et là, c'est vrai, quand tu parles de miracle, je connaissais François depuis 20 ans, je l'avais connu à l'âge d'homme. Et puis un jour, au moment où tu écrivais Courage, je t'ai dit, si tu veux, consulte les carnets. Tu me dis, non, j'ai pas le temps. Puis bon, je dis, plus tard. Et je me dis, bon, un jour, je dis quand même, François a une immense culture littéraire. Moi, je les lis, mais c'est son épouse qui les lit. Je ne suis pas objective. Et j'ai apporté les carnets à François, je me souviens très bien, quelques-uns, au café à côté. Je dis, tiens, je vais faire un petit tour pendant quelques heures. Et quand je reviens, je vois François qui fait des bonds au-dessus de sa chaise. Bon, j'ai dit, voilà. Après quoi, je viens les chercher. Voilà, et après, tu es venu dans ma petite maison à la campagne. Et là, il y avait une table remplie de tous les carnets. Et donc, l'inattendu dont tu parles... Moi-même, je veillais sur un trésor, et là, je me suis dit, on en a parlé, tu m'as dit, un homme, s'il n'avait pas voulu qu'il paraisse, il les aurait brûlés. Ça, c'est évident, Dominique contrôlait tout. Et là, c'est ça qui est incroyable dans cette aventure des carnets, c'est... Il me les lègue, et lui qui aimait tout contrôler... Là, ça lui échappe. Là, ça lui échappe. Et paradoxalement, Dominique, je n'en fais pas un saint, il avait les défauts de ses qualités. Il contrôlait tout, il relisait ses livres, c'était un travail acharné, et peut-être quelquefois il y avait un excès de contrôle, et je pense que peut-être son talent, il avait un immense talent, mais il le bridait, comme tu dis, par cet excès de contrôle. Et là, on a l'homme... que je connaissais moi dans l'intimité, car c'était un être infiniment sensible et romantique. Et là, il apparaît pour la première fois sans contrôle, et c'est là pourquoi c'est sa plus grande œuvre, c'est celle qu'il n'a pas bridée. Parce que c'est vrai que c'est un homme qui se bridait, qui se contrôlait en permanence, hein, jusqu'au bout. Et aussi ce refus de la vieillesse, c'est le refus de se laisser aller. Voilà. Et donc, je remercie François et toute l'équipe de la Nouvelle Librairie, parce que c'était un travail considérable, et aussi pour tous les donateurs, toutes les personnes qui ont permis de financer ce projet. Voilà. Merci François. Merci Clotilde. Un tout petit mot, après si vous voulez poser des questions, les questions sont les bienvenues. C'est pour vous donner un petit peu l'agenda
auquel on va essayer de s'efforcer de tenir, hein, de publication. On a pris un peu de retard, on espérait sortir le premier carnet pour le colloque Iliade. Hein. Et on s'est donné pour objectif de sortir le carnet 2 et 3, donc les volumes 2 et 3, pour le prochain colloque Iliade en 2022. Des donateurs nous ont aidés pour la saisie. C'est un travail colossal, la saisie, c'est un travail de doctorant en fait. Hein. Il faudrait y passer 3-4 ans. On a quelque chose qui s'apparente à un doctorant, qui n'en est pas un, mais on est en train de doubler le poste hein, pour accélérer la publication des carnets et essayer en tout cas d'avoir les 20 carnets que j'évoquais, qui sont les carnets de souvenirs, jusqu'au dernier carnet que l'avant-veille de sa mort. Hein. Après, on verra ce qu'il en est des carnets préparatoires. Hein. Il y a un carnet sur la chasse qui est une beauté exceptionnelle. C'est un livre en soi. Comment faire pour le avoir. Hein. Mais notre objectif, c'est de sortir donc sûrement 10 volumes. Hein. En l'occurrence, c'est 20 carnets, peut-être 8, peut-être 7, je ne sais pas. 7-8 volumes, hein, jusqu'à 10, pour le colloque Iliade hein, et pour les 10e, hein, pour le 10e anniversaire pardon, de sa mort, hein, donc le 21 mai 2023. Donc c'est notre objectif. Hein. Les donateurs nous aident hein, pour cette retranscription. Merci à eux. Nous sortons, j'en profite puisqu'il faut également financer ce projet. Nous avons sorti l'édition courante, hein, que vous avez devant vous ce soir, hein, mais nous sortons une édition reliée sur papier bouffant, à 150 exemplaires. Hein. Les 12 premiers exemplaires sont réservés aux donateurs et à la famille, hein, mais après il y a 130 ou 140 carnets qui seront des beaux livres, hein, et non plus au prix de vente. Hein. Je n'ai plus le prix en tête. Ils sont à 45 €. À 45 €, merci Alexandre. Donc n'hésitez pas, on les aura dans 10 jours. Hein. Même dans 10 jours, ces carnets, ils seront numérotés évidemment. Donc ils vont encore conférer plus de valeur à l'œuvre. Hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser à Clotilde, à l'Institut Iliade. Hein. Non, pardon. Je vous ai écouté sur Radio Courtoisie et vous parlez justement du lieu de Notre-Dame. Alors vous avez parlé de la côté chrétien du lieu, mais il y a un côté païen aussi. Est-ce qu'il y a justement une raison? Est-ce que c'était lié à ce lieu en particulier, côté païen chrétien? Il a voulu peut-être réunir les... Moi c'est ce que je pense. Alors Clotilde a partiellement répondu à la question. C'est pour lui, tous les lieux, toutes les églises étaient construites sur des temples païens. Donc pour lui, c'était la synthèse de tout. C'était le lieu le plus sacré de France, mais c'est aussi le plus connu. Et si en Italie, ils ont été tellement touchés, il y avait aussi une dimension de, je n'aime pas ce mot, mais de communication métapolitique. Il ne s'est pas suicidé dans une église romane, c'est ça que je veux dire, qui sur le plan spirituel avait peut-être autant d'importance. Là, c'était pour toucher. Alors ça a touché, mais choqué. Voilà. Et je l'ai vécu. Même dans notre milieu, c'est pour certains une mort scandaleuse, choquante. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui est choquant? C'est sa mort à Notre-Dame ou notre époque? Enfin, voilà, je hiérarchise ce qui me choque, mais c'est une mort qui a choqué les bourgeois. Et même dans son entourage, parce que Dominique était perçu comme un grand bourgeois. Il n'aurait pas aimé ce terme. Il avait beaucoup de tenue, il était l'ami de... Il avait des relations amicales avec de nombreux académiciens. Il avait été invité par François de Grossouvre aux chasses de Chambord. Il était un homme... on avait oublié le cœur rebelle, on avait oublié la prison. C'était le grand intellectuel. Et subitement, c'est le jeune homme du cœur rebelle qui se suicide à 78 ans. Et je dis, c'est rarissime, Michéma. Il a 40 ans. Mais rester un rebelle jusqu'à 78 ans, j'ai cherché. Hein. Je n'en trouve pas dans l'histoire. Généralement, la révolte, c'est le fait de la jeunesse. C'est pas le fait des septuagénaires, comme ils ont dit sur BFM. Un septuagénaire pris de folie, s'est suicidé. Non, c'est rarissime et c'est ça qui, quand même, en fait sa particularité. C'est un aristocrate. Voilà. Et un aristocrate qui se moque de la bourgeoisie. Pas grand-chose à ajouter pour la mort. Je ne sais pas si il y a une question. Si on n'a pas, je vais rebondir sur la mort. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était son chef-d'œuvre, sa mort. Jusqu'à ce que les carnets apparaissent. Le carnet rebelle, je l'ai dit, est un grand livre. Hein. Alors, pour vous répondre, Clotilde l'a dit, on peut, si c'est pas suicide dans un supermarché.
Mais il ne pouvait pas non plus il pouvait pas se donner la mort au Panthéon, au Grand Orient de France. Ce sont des déserts symboliques, ce sont des déserts spirituels. Là, c'est le cœur battant de la France. Moi, j'ai pris l'habitude de dire que c'est un chasseur, c'est pas un pasteur, c'est un chef de meute et pas un chef de troupeau. À la différence de ma personne, il était philosophiquement hostile au christianisme. Donc, moi, je peux être hostile au serment sur la montagne, mais pas au reste. Mais ça dépassait ce cadre-là. Pourquoi se donne-t-il la mort à Notre-Dame? Moi, j'ai écrit dans Courage, la fin de Courage est consacrée à Vénère et à la mort de Vénère. Cette mort, c'est un chef-d'œuvre, parce qu'elle a accompli avec une précision métronomique absolument sidérante, comme sa vie, comme toute. Comment? C'est accompli, c'est chirurgical. Oui, même le geste, je n'ai pas. Pour parler, excuse-moi, de sa grand-mère, il avait 2 pistolets sur lui, donc celui qu'il a utilisé, mais il avait un petit pistolet belge que sa grand-mère lui avait donné. Donc, le jour de sa mort, un coup, il avait toujours. Et le médecin légiste, c'est son fils Guillaume qui nous a raconté, va les voir et il dit monsieur, on tenait à vous dire que le coup était parfait, c'est-à-dire que son visage était intact, j'ai pu l'embrasser dans son cercueil. Il savait se suicider, enfin, il connaissait. Et Guillaume dit oui, mais vous savez, il était expert en art. Il me dit mais nous sommes au courant, nous avons tous ses livres. C'est l'année. Voilà. Et ça, sur le christianisme, et s'il n'y a pas une question, on va boire un verre, et puis ceux qui veulent acheter le livre pour nous aider à financer le projet sont les bienvenus, pour l'offrir, pour éveiller les cœurs et les esprits. Mais moi je suis attaché à cette réconciliation qu'est sa mort. Si Notre-Dame a été choisie, c'est pas pour un geste sacrilège. Rien n'est plus éloigné de l'univers esthétique de Vénère que cette dimension-là. Mais je dirais c'est un hommage. On se donne la mort dans le lieu que l'on admire le plus. C'est vraiment un hommage au génie de ses ancêtres. On donne le dernier souffle de sa vie dans un lieu merveilleux et magique. Dire c'est un sacrilège, mais c'est parce que le suicide est un sacrilège pour les chrétiens. Donc je leur dis, c'est un geste philosophique. Après, vous avez vos croyances, lui il avait les siennes, mais ce n'est pas un sacrilège. Eh bien, écoutez, je crois qu'il est temps que vous jetiez sur les carnets et puis que nous échangions de manière plus informelle. Merci à l'Institut Iliade pour ce jeudi. Et également à Guillaume Vénère, qui est l'ayant droit, et sans lequel nous n'aurions pas faire paraître les carnets. Merci Clotilde, merci François. Et bien la soirée continue. Champagne. Champagne.